Et je procède donc à l'appel. Jean Donat est là, Cathy Guyot, Bruno Pascal, Annick Chopard, Rodolphe Rubio, Laurence Emmanueli, Farouk Moussa, Babel Michel qui a donné procuration à Cathy Guyot, Christian Somacal, Magali Nissard, Francine Chalmeton, Jackie Pascal, et Daniel Salmeron a donné pouvoir à Bruno Pascal, Christian Espuche, Bruno Joannet, Chantal Herlachapelle, Nicole Duquesne, Véronique Védrine a donné pouvoir à Rodolphe Rubio, Frédéric Dumas, Mohamed Touami, Présent. Alexandre Brignaca a donné pouvoir à Magali Nissard jusqu'à ce qu'il arrive. Il est à l'heure actuelle en conseil de classe. Benjamin Rouvière, Florinda Reis, Jean-Paul Bertrand, Michel Matival, Jean-Louis Maisonnet, René Jiménez, Sandrine Rios, Serge Garnier a donné pouvoir à Jean-Pierre Aguzaï, Carole Calba a donné pouvoir à Emmanuel Gavanon, Emmanuel Gavanon, Jean-Pierre Guzaï, Agnès Augustin. Très bien, le conseil étant donc, le quorum étant atteint, donc j'ouvre le conseil, je vous demande de vous lever pour l'hymne national. C'est normal. Voilà, nous devons donc désigner un secrétaire de séance, un ou une, et je vous propose donc la désignation de M. Jean-Paul Bertrand. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Nous devons maintenant approuver le procès-verbal du compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2022. Y a-t-il des observations? Donc je propose de l'approuver. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Et donc quelques éléments d'actualité. Je crois que c'est le conseil municipal de rentrée. Et ce conseil municipal me permet finalement, et l'occasion pour moi, de dire que malgré cette chaleur étouffante, cette sécheresse, en fait, les craintes que nous avons eues et ce regard permanent porté sur le risque incendie, on a passé un bel été. On a passé un bel été parce qu'on a tourné, alors en attendant peut-être la 8e vague, on a tourné la page Covid avec des Vauverdois qui avaient envie de se retrouver, de faire la fête. On a vu qu'il y avait tout de suite donc, dans les marchés du terroir, dans les mardis de Vauvert, une belle ambiance. Des gens qu'on ne voyait pas sortir, qui se sont retrouvés, qui sont venus passer un moment, boire et manger, écouter un peu de musique, passer une soirée sympa. Donc ça a été un bel été qui a commencé avec le succès du festival Jazz à Vauvert. On a pu s'installer, je crois,
définitivement, en tout cas je l'espère, au Castellas. Ça a fait quelques aménagements. On a pu découvrir là un lieu qu'on connaissait pour d'autres horizons, mais qui devient quasiment une salle de spectacle en plein air qui nous est un petit peu convoitée par d'autres. Donc c'est intéressant. La chance également de croiser la bienveillance de Claude Viala, qui est venu, qui a choisi, donc ce grand artiste international, qui a choisi Vauvert pour venir exposer ces œuvres tauromachiques, qui sont des œuvres singulières, puisque donc, ce n'est pas la matière première de son art, mais c'est un peu son violon d'Ingres, et il nous a dit à quel point, et d'ailleurs il souhaitait ce soir-là rendre hommage à Frédéric Durand, ce qu'il a fait. Donc c'était très intéressant d'avoir cette expo de Claude Viala, qui a vraiment favorisé un petit peu l'image de Vauvert. Ce sont ces séances du cinéma en plein air. Alors on a installé ça maintenant depuis quelques années, donc, et Laurence Emmanueli a pu voir donc le succès de ces séances du festival Film et Compagnie, puisque avant le film, on a toujours une compagnie qui fait un spectacle de rue et qui permet aux gens de porter le repas tiré du sac et d'attendre que la nuit tombe pour assister au festival sous les étoiles. Et bon, moi, je dois reconnaître que j'ai été très heureux également. Je pense notamment à cette séance à Galiciane dans la cour de l'école, de voir une mobilisation des parents d'élèves, des associations. Et finalement, le hameau s'est retrouvé là un soir pour un beau film qui avait d'ailleurs avec un message très intéressant. Donc, le beau succès de ces manifestations d'une ville qui témoigne de son attractivité. Et puis les fêtes votives. Bon, les fêtes, c'est un peu le thermomètre de la ville. Et donc on avait bien commencé avec Montcalm. Et ça a suivi Galicien avec une fête, bon, comme on l'a fait à Galicien, avec quelques débordements un petit peu d'estrambord, je dis, pour bien montrer qu'on veut faire la fête, qu'on veut défendre nos traditions, ce qui est bien. Et une jeunesse donc, qui a pu exprimer son attachement à nos traditions avec un monde, on le dit peut-être souvent, je ne sais pas, mais bon, on dit tout le temps, il n'y a jamais eu autant de monde. Voilà. En tout cas, il y a eu beaucoup de monde à Galician, et puis une fête qui s'est bien passée là aussi, sans débordement, qui témoignait simplement d'une envie de passer le bon moment. Et ça a été la fête de Vauvert. Fête de Vauvert avec un enjeu également très important, une fête qu'on a fini par, enfermer complètement le périmètre. Je crois que c'est pas inintéressant de le savoir, et de faire en sorte donc qu'on puisse à tout moment assurer à la fois la sécurité des personnes qui font la fête, mais également donc permettre à chacun de faire la fête, de vivre son instant-bord. Et j'ai trouvé, moi j'ai en mémoire quand même ce festival de la jeunesse qui était porteur de tous les dangers. On dit les jeunes, ils réagissent toujours. Bon, on était dans une période où les feux étaient interdits, donc où on ne pouvait pas se promener avec des torches. Et on a vu ce défilé de la jeunesse avec, pour la première fois, un public qui a participé, qui n'a pas fait qu'attendre la jeunesse, puisque nous avions distribué des bâtons lumineux. Et donc, c'était quelques 2500 bâtons lumineux qui ont accueilli les jeunes, leurs bâtons lumineux, leurs confettis, leurs cornes. Et donc, dans une ambiance quand même qui a témoigné d'un bon début de fête, voilà, avec derrière la jungle qui a lancé définitivement cette fête qui s'est très très bien passée. On a eu une très belle fête. Quand on a une très belle fête, en principe, donc on a une rentrée bon, qui s'annonce sous de bons auspices. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Alors pour le conseil municipal, nous accueillons, donc c'est leur rentrée aussi de nouveau. Donc suite donc au départ de Renaud Napoléon et de Sophie Leroy, donc que je remercie pour leur engagement, l'un et l'autre, dans des domaines différents. Leur engagement franc, sincère, déterminé, qui n'ont pas pu poursuivre pour des raisons diverses et variées, personnelles, qui n'entachent en rien le soutien qu'ils continueront de nous apporter et donc l'engouement qui est le leur pour l'action municipale que nous conduisons. Mais ça permet à notre doyen de rentrer, voilà, de devenir conseiller municipal une fois de plus, c'est Jean-Paul Bertrand, et ça permet à notre Benjamin également de devenir le Benjamin à lieu et place de Benjamin Rouvière. Michel Matival donc devient le Benjamin de cette assemblée, et dont l'un et l'autre s'investiront. Jean-Paul Bertrand dans un domaine qu'il connaît bien et qui est donc l'action sociale, et il en aura son concours à Bavenichalski et se préoccupera notamment du Forum Santé, du fonctionnement du CCAS. Voilà. Quant à Michel Matival, donc architecte, eh bien, il aura à cœur de poursuivre, d'amplifier, de développer la politique de défense et de mise en valeur de notre patrimoine. Et on sait qu'il est déjà porteur de la mémoire donc, de l'architecture de Pellier, donc, qui a transformé Vauvert en son temps. Et donc, je sais qu'il sera très attentif. Et pour un jeune, c'est bien de démarrer comme ça.
Voilà, j'ai rencontré les 1117 petits Vauverdois qui ont fait leur rentrée. Et donc, des tout petits, des sections d'école maternelle jusqu'au CM2, en permettant d'ailleurs à ceux qui sont au cours préparatoire d'avoir un abonnement gratuit à la médiathèque pour découvrir la médiathèque. C'est un parcours comme on offre un dictionnaire à ceux, elle fait une calculatrice, ce qui rentre en sixième. Là, on a offert cet abonnement et donc avec Magali Nissard, et on y tenait absolument. Et puis nous avons offert au CM2 un livre qui est important parce qu'il traite de la liberté de conscience, il traite de la République, de la démocratie. C'est le livre donc qui a été écrit par les élèves du collège Racine d'Alès, qui fait suite donc un premier ouvrage avait été édité suite à l'assassinat de Samuel Paty. Un second est venu suite aux menaces dont ont été victimes un certain nombre de députés. Et ce livre donc touche pas à la démocratie, la République n'a pas de couleur, sera exploité en classe par les enseignants sur le thème de la liberté de la République. Voilà. Cet été, bon, malgré quelques impatiences de ceux qui avaient sauté un petit peu la clôture pour aller voir si on pouvait se baigner dans le bassin, alors que c'est interdit, malgré l'impatience de quelques-uns qui ont profité du chantier aussi pour pousser la porte et aller dire mais c'était ouvert, donc je suis rentré, et qui sont allés voir les aires de jeu. Donc on a ouvert le parc de l'Espérion après la fête. Et bon, c'est un succès. Ce parc, il a quand même souffert. Hein. Il faut avoir un parc dont on sème les graines et qui font ensuite à 4 mois de sécheresse. C'est pas évident. Donc, il y a eu quelques difficultés comme ça, de cet ordre qui se règle petit à petit. Et aujourd'hui, donc, les Vauverdois prennent petit à petit leur place dans ce nouvel espace qui sera complété. Hein. Qui sera complété par d'autres jeux, qui sera complété par l'aménagement de d'autres espaces. Mais on a aujourd'hui un espace pour les familles, un espace accessible également, donc que ce soit l'entrée ou que ce soit donc les équipements, et qui fait donc le bonheur déjà de nombreuses familles. Alors nous l'inaugurerons dans quelques temps. On va attendre que voilà que l'herbe pousse un peu mieux, qu'on ait tondu le gazon une paire de fois, enfin, voilà, et qu'on commence à avoir un peu plus de végétation. Et puis nous inaugurerons aussi un projet important, en tout cas dans les finances de la commune, c'est encore une fois comme l'engagement initial, l'investissement le plus coûteux, le plus important, c'est l'extension de caserne de gendarmerie, hein, 20 logements et des bureaux, pour presque 5 millions d'euros, hein, TTC. Donc c'est un investissement qui est réalisé, qui témoigne de notre attachement donc, à la gendarmerie et de notre volonté en matière de sécurité, de nous donner les moyens de pouvoir l'assurer dans les meilleures conditions. Le confort des gendarmes, c'est aussi un des éléments de notre sécurité, parce que c'est aussi leur capacité à bien travailler, à loger la famille dans de bonnes conditions. Et ça installe Vauvert également, comme dans le Sud-Gardois, comme un lieu, c'est le siège de la compagnie. Et donc il est important qu'on la conforte. Et j'en profite pour vous dire également que nous avons mis un logement à disposition des gendarmes, donc à côté de la mairie, de l'ancienne conciergerie, que nous avons pu comme cela bénéficier du concours de réservistes. Et que le colonel Racine m'a indiqué avant-hier encore que nous aurions encore 2 réservistes supplémentaires tout le courant du mois d'octobre. Et notamment également, ils seront présents sur le marché. Enfin voilà. Donc là aussi, une inauguration que nous ferons dans quelques temps, parce qu'il faut gérer ça avec les services immobiliers de la gendarmerie. Voilà. Et puis on a repris, c'est la rentrée pour tout le monde. Hein, donc je passais tout à l'heure d'ailleurs en vélo, je suis allé vérifier que les travaux de revêtement, après les travaux qui avaient trait au réseau, donc étaient bien engagés au lotissement du hameau, là-bas, où il y a quasiment 300 mètres de voies qui vont être 380, voilà, qui vont être recouvertes. Donc je pense que l'enrobé devrait être installé demain ou après-demain. Et puis ce sont les travaux également de réseau qui préfigurent donc le pôle d'échange multimodal, puisqu'il y a lieu sur l'avenue Jean Jaurès de revoir les réseaux à l'occasion de ce grand chantier que nous aurons à faire. Voilà, donc la vie reprend, notre détermination reste la même, nous mettons en œuvre nos projets, nous sommes également à l'écoute des Vauverdois et je remercie donc Magali Nissard de redémarrer donc, dans de bonnes conditions également nos démarches avec les comités de quartier, les conseillers de quartier, la participation citoyenne. Bon, Mohamed Toumi qui est très proche des associations, enfin, les choses repartent bien. Je voulais simplement vous dire aussi que moi, en discutant avec des collègues maires, on a des fois l'impression d'être dans un monde un peu virtuel,
parce qu'on gère pour l'instant, on gère tous les jours, mais on ne peut pas gérer aujourd'hui en se disant voilà ce qu'on est sûr de faire dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 1 an, parce qu'il y a tellement d'incertitudes qui pèsent sur les conséquences soit des mesures qui sont prises, hein, par exemple le relèvement du point d'indice des fonctionnaires, bon, c'est très bien et on est pour, mais bon, ça arrive une fois un budget voté, on ne sait pas, donc c'est à nous de le payer. Il y a d'autres situations comme celle-là. On verra tout à l'heure qu'on votera également une mesure fiscale. Il y a les conséquences de l'inflation. Il y a aujourd'hui toutes les incertitudes qui pèsent sur les conditions dans lesquelles nous pourrons nous fournir en énergie, c'est-à-dire pouvoir nous fournir et payer donc, le prix de l'énergie. Donc on est pendu à des mesures gouvernementales qu'on attend. Donc avec beaucoup d'incertitudes, moi j'ai entendu sur France Inter la semaine dernière à Bruno Le Maire dire que, ma foi, il n'y avait pas forcément besoin d'aider les collectivités parce qu'au contraire de l'État, elle s'était enrichie pendant le Covid. On n'a pas dû vivre dans le même pays pendant quelques temps parce que moi je ne connais pas de communes, en tout cas dans cette région et ce département, qui se sont enrichis pendant le Covid parce que c'est bien le contraire que nous avons dû assumer avec les protocoles sanitaires, avec les dérèglements que nous avons eu à assumer pendant 2 ans pour assurer la protection et la santé de nos Auvergnats. Voilà, donc on sera vigilant. On sera vigilant, et je veux le dire aussi, nous n'avons pas l'intention d'être ceux qui augmenteraient les impôts pour donner suite aux baisses d'impôts décidées par l'État, parce que c'est un peu facile de dire moi je baisse la taxe d'habitation, moi je baisse donc, je supprime la taxe TV, puis après les autres, ils vont se débrouiller. Il faut continuer à assumer la gestion de notre collectivité. Et si demain nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien malheureusement, c'est le service offert à la population qui en pâtira, car ce seront des économies supplémentaires. On a fait déjà beaucoup dans le fonctionnement de la collectivité qui seront nécessaires pour pouvoir faire face à nos échéances. Parce que je rappelle ce qui n'est pas si souvent dit que ça par les médias, c'est qu'on a parlé il y a quelques années de la règle d'or, en disant qu'il serait bien que l'État s'impose la règle d'or, c'est-à-dire dans l'équilibre budgétaire. Il faut quand même savoir que la règle d'or, nous, c'est la règle habituelle. Nous n'avons pas le droit de ne pas avoir un budget en équilibre, et donc nous devons toujours prendre des mesures pour faire en sorte que les recettes équilibrent les dépenses. Voilà pourquoi donc, nous serons encore plus vigilants face aux incertitudes sur les choix qui seront faits par ce gouvernement. Voilà ce que je voulais vous indiquer au titre de l'actualité, et nous allons passer maintenant donc à la délibération numéro 1, qui est le règlement d'attribution du fonds de concours au bénéfice des communes, membres de la communauté de communes. Alors, il s'agit là donc à la fois d'un souhait qui a été celui de la ville de Vauvert, mais pas que de la ville de Vauvert, mais sur lequel nous avons longtemps insisté, c'était le maintien, donc la création d'abord le maintien d'une dotation solidaire de communauté, de solidarité des communes. Ça c'est acté, on l'a déjà voté, mais c'était également la création d'un fonds de concours. Ces fonds de concours, ils font souvent l'objet de commentaires dans les grandes villes autour de nous, mais nous, les fonds de concours, il n'y en avait pas. Et donc le fonds de concours, c'est la capacité que se donne la communauté de communes de venir accompagner un investissement communal. Donc nous l'avons mis en place, et nous avons donc en 2021 adopté un fonds de concours de 200 000 € pour la communauté de communes, et ce qui correspondait, les critères étant établis ensuite entre nous au niveau des communes, à 59 000 € pour la commune de Vauvert. Mais nous avions, et le président André Bondu m'en avait chargé, nous avions adopté, parce que c'était la loi, lorsqu'il y a une commune qui est un quartier politique de la ville, nous devions adopter un pacte financier et fiscal. Ce pacte financier et fiscal, nous avons mis plusieurs mois pour l'élaborer. Donc il a été adopté à l'unanimité par le conseil communautaire. Et dans le cadre de l'élaboration de ce pacte financier et fiscal, nous avons travaillé sur les fonds de concours. Nous avons travaillé à la fois sur le montant de l'enveloppe et à la fois sur les conditions d'attribution aux communes. Bon, on a fait valoir, par exemple, je me rappelle avoir insisté sur la longueur de la voirie, puisque nous avons une voirie on a 110 km de voirie, qu'en rebord on a 10, donc les charges ne sont pas les mêmes. Et donc nous avons insisté sur les critères d'élaboration, et nous avons obtenu, donc ensemble, nous avons voté ensemble une enveloppe de fonds de concours de 600 000 €. Donc on l'a triplé. C'est-à-dire que donc, la communauté de communes donc, prend sur ces investissements pour favoriser les investissements communaux. Et nous avons également proposé donc, un nouveau règlement qui permette aux communes donc, qui n'utiliseraient pas
leur enveloppe annuelle, eh bien, de la conserver pour l'année d'après, de la cumuler éventuellement 2 fois. Si on devait la cumuler plus de 2 fois, il faudrait en discuter avec les autres pour ne pas toucher à l'équilibre du budget intercommunal. Voilà, donc un règlement souple, une véritable ambition, que la communauté de communes joue bien son rôle également, qui est non seulement de mettre en place des équipements pour les collectivités, mais d'aider également les communes donc à construire donc des équipements utiles à la population. Il s'agit là ce soir d'une délibération qui nous demande donc, qui propose au titre de ce règlement d'attribution du fonds de concours, d'attribuer donc l'enveloppe qui est mise en place, c'est de voter l'enveloppe qui est mise en place cette année. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc, s'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre attribution. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Et je vais demander à Annick Chopard, donc après que nous ayons adopté le règlement, j'ai fait finalement presque voter les deux délibérations presque ensemble, après avoir adopté dans le règlement du fonds de concours, de nous faire valider donc une demande pour un projet bien précis. Annick Chopard. Oui, merci Monsieur le maire. Donc ça concerne des travaux d'extension du cimetière de la Costière. Donc cette parcelle BL numéro 24 à la Cruvière donc nécessite maintenant des travaux d'extension pour les 30 prochaines années. Donc c'est pour ça, donc là vous avez un plan d'ensemble de toutes ces extensions qui permettraient de voir sur un avenir de 3 décennies. Et donc on ferait une première phase de travaux dès cette année, qui a été prévu au budget pour un montant de 353 550, donc un tiers, et qui permet donc sur ce plan d'ensemble de voir à 10 ans. Donc ça permet bien sûr de maintenir ce projet, l'équilibre entre un espace paysager qui a été voulu dès le début sur ce cimetière, avec des concessions traditionnelles, et ensuite des caveaux préfabriqués, ainsi qu'un espace columbarium qui jusqu'à maintenant n'existait pas, ainsi qu'une zone enherbée qui permettrait l'inhumation d'animaux de petite taille. Voilà. Donc ces travaux se décomposent donc en 2 lots. Un lot 1, terrassement, VRD, aménagement paysager, et un lot 2 de travaux funéraires, dont le montant, je vous le répète, 353 550 € hors taxe. Et bien sûr, ce projet est éligible, donc, comme vous le disait le maire, au fonds de concours de la communauté de communes Petite Camargue, à hauteur de 177 136. Donc on équilibre par l'autofinancement communal pour la différence, c'est-à-dire 176 414. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je sais pas. C'est l'occasion juste de rappeler également, donc ce projet est un projet important, mais dans le même temps, donc, nous poursuivons une démarche qui est longue, qui est la reprise des concessions abandonnées sur l'ancien cimetière. On le dit parce que quelquefois ça alimente les conversations, et c'est un travail important qu'il est nécessaire de faire pour récupérer les concessions abandonnées depuis très longtemps. Bien, y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Et c'est toujours Annick Chopard qui va nous parler là de fiscalité. Oui, concernant donc la taxe d'aménagement, qui est donc un impôt local perçu par les communes et le département. Donc elle concerne toutes les opérations de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments, dès lors qu'on a besoin d'une autorisation d'urbanisme comme les permis de construire, permis d'aménager et autorisation préalable. Donc elle est due pour toute création de surface de plancher au-delà de 5 mètres carrés, avec une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 m, et y compris dans les combles et les caves. Bon, jusqu'alors, c'était facultatif
qui est un reversement de la taxe d'aménagement par les communes envers la communauté de communes. Mais donc, le gouvernement en a décidé autrement par ordonnance le 14 juillet 2022 et donc l'a inscrit dans la loi de finances dès 22. Et donc, ça nous est applicable au 1er janvier de l'année de reverser un pourcentage à la communauté de communes. Donc, cette disposition a un peu pris de court donc l'ensemble des communes. Et donc, nous avons décidé, en accord avec les autres communes, de fixer ce pourcentage à 1%. Il sera bien sûr revu avec une possibilité de revoyure de façon annuelle. Voilà. Donc, je vous propose d'adopter le principe de reversement à hauteur de 1% de la part communale de la taxe d'aménagement vers le PCI dont on fait partie. Alors, il faut dire ce qu'il en est. Cette mesure est une attaque frontale du gouvernement aux communes. Ce n'est pas un partage de la solidarité, c'est une solidarité forcée qui ne tient pas compte de la réalité des collectivités. C'est quelque chose qui peut s'entendre lorsqu'il y a eu transfert de la compétence eau et assainissement, par exemple, mais absolument pas lorsque nous avons, nous, à assumer nos équipements et que nous devons donc chaque fois que quelqu'un va payer ce qu'on appelait avant les frais de notaire, eh bien, en donner tout ou partie à la communauté de communes. Alors cette attaque frontale, elle a été menée, c'est clair, hein, c'est quand même pas fréquent. La loi a été votée difficilement. Ils savaient que les décrets d'application ne sortiraient pas facilement, et donc c'est par ordonnance. Et le fonctionnement par ordonnance qui passe par-dessus le vote de l'Assemblée est rare, hein, c'est l'équivalent du 49.3 sur les lois. Et donc par ordonnance, on nous demande de verser. Et ça va plus loin, parce que moi je souhaitais d'ailleurs, comme d'autres maires, refuser ce reversement, mais l'ordonnance a tout prévu. Si nous refusons de voter un taux de versement de la taxe d'aménagement à la communauté de communes, le préfet d'autorité prend la décision de transférer la taxe d'aménagement pour tout ou partie à la communauté de communes. Donc ça nous oblige à délibérer et nous ne pouvons pas voter un taux de 0%. Voilà. Donc les communes sont d'accord sur notre territoire, mais dans bien d'autres territoires également. Moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec des présidents de communautés de communes du Gardonien ou ailleurs. Donc on vote un taux de 1%, voilà, qui est symbolique et qui témoigne bien de notre mécontentement d'avoir à transférer une fiscalité qui correspond à notre capacité à nous développer aujourd'hui. Si nous avons le quartier du Nouvel-Or, si demain nous avons un autre quartier qui se précise, ce n'est pas la communauté de communes qui les met en valeur, c'est nous. Donc il n'y a aucune raison que nous allions financer par cela la communauté de communes. Mais vous voyez bien qu'il y a, je le disais au début de mon propos, une attaque frontale contre les communes. N'oublions pas que ce qui est pour l'instant encore prévu et qui serait l'acte final de la vie des communes, c'est le transfert de l'eau et de l'assainissement à l'horizon 2026, et donc le transfert de la voirie finalement. C'est-à-dire que si rien ne change à fin d'année 2026, le maire d'une commune gérera l'état civil. Point. Et le CCAS. Voilà. Donc c'est ce qui est derrière, et c'est moi j'espère que nos parlementaires, dans l'Assemblée délibérante qui se préoccupe des communes et qui travaille, qui est le Sénat, réussiront à s'opposer donc à ce transfert qui serait complètement inique. Voilà. Voilà, mais il nous faut voter ce 1%, et je soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Voilà. Alors, je propose maintenant à Cathy Guyot de nous donner communication du rapport annuel 2021 de la communauté de communes de Petite Camargue concernant le service public de prévention et de gestion des déchets. Merci, monsieur le maire. Alors, je sais bien que ce n'est pas fun, que certains en plus l'ont déjà entendu lors du dernier conseil communautaire, mais je voudrais, bon voilà, je vais essayer de faire très vite, mais donner un peu de sens aussi et des perspectives sur
le service donc de gestion des déchets ménagers et assimilés. Donc chaque année, on présente le rapport d'activité de l'année écoulée. Donc depuis le 1er septembre 2021, la collecte s'organise sur la base des marchés publics. Donc ordures ménagères et tri sélectifs sont assurés. Donc la collecte est assurée par la société Océan. L'enlèvement d'ébène en déchetterie également, et la collecte des colonnes à verre par la société Vial. Concernant le tonnage des ordures ménagères, en 2021, on est à 7088 tonnes. Je vais faire un petit rappel parce qu'en 2010, on était à 6333 tonnes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2016 nous oblige à réduire de 50% nos ordures ménagères par rapport à 2010. Si bien que nous devrions être en 2025 à 3200 tonnes d'ordures ménagères et nous sommes pour l'instant à 7000. Donc vous voyez l'effort que nous allons devoir assurer. Un petit rappel aussi sur le coût donc de traitement de ces déchets, l'incinération, puisqu'il y a il y a 3 types de traitement: l'incinération, le recyclage ou l'enfouissement. Donc nos ordures ménagères, elles sont incinérées par le Sitom Sulgar. Donc la tonne incinérée, c'est 101,75 €. Il faut y ajouter 38 € le prix du transport donc à la tonne, ça fait 140 € la tonne. Vous faites le calcul, on a 7088 tonnes rien que pour les ordures ménagères. Et puis donc on a une augmentation. Donc le législateur, pour inciter les collectivités et les entreprises à produire donc moins de déchets, donc à augmenter de manière très importante la taxe globale sur les activités polluantes. Elle passe donc pour l'incinération de 12 € la tonne en 2019 à 25 € la tonne en 2025. Donc vous voyez, plus du double. Concernant le tri sélectif, on est à 1519 tonnes en 2021. On augmente légèrement par rapport à 2020, mais on a encore beaucoup de progrès à réaliser parce que donc, le tri sélectif, eh bien, tous les déchets qui sont triés peuvent être revalorisés, et en plus, nous percevons donc une recette de la part d'Éco-Emballage. Donc c'est important et je ne fais que le répéter. Il faut mieux trier. Donc il faut que nous améliorions la communication. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites, donc notamment à l'intention des écoles, puisqu'il y a vraiment les ambassadrices du tri qui passent régulièrement donc, dans toutes les classes, donc, notamment de CM2, des actions qui sont entreprises d'ailleurs au niveau aussi donc, par les écoles elles-mêmes. Les visites du centre de tri, donc en 2020-2021, ça a été un peu compromis à cause du Covid, mais là, ça repart. Il faut dire aussi que concernant le tri sélectif, en 2021, on a eu énormément d'erreurs de tri, puisque les sacs opaques noirs sont désormais, donc, ne sont plus pris. Et donc, il faut donc ne pas mettre de sacs dans les poubelles ou mettre des sacs transparents, enfin opaques très clairs, pour qu'ils soient emportés. Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs de tri. Concernant la collecte du verre, nous avons 46 colonnes au total sur le territoire de la communauté de communes. Nous avons récolté 998 tonnes de verre. Donc, c'est une... Bon, bien sûr, il y a le coût de l'enlèvement et du traitement, mais on a une petite recette donc, sur le verre, comme sur d'autres déchets, notamment ceux qui arrivent en déchetterie. Donc, alors, on trie tout ce que l'on peut. On a vraiment, donc sur nos 4 déchetteries, essayé d'optimiser tout ce que l'on pouvait trier. Et ce que l'on ne peut pas trier, eh bien, c'est soit incinéré, soit enfoui. Et les déchets qui sont enfouis, ils sont enfouis au centre d'enfouissement de Bellegarde. On a en 2021 envoyé 1466 tonnes de déchets à Bellegarde. Mais le coût d'enfouissement est prohibitif, puisqu'on est à 195,92 € la tonne pour l'enfouissement. À ce prix-là, vous ajoutez 33 € la tonne transportée et ça porte la cocarde à 228 € la tonne enfouie. Donc vous voyez que nous avons, si nous arrivons à mieux rediriger nos déchets, eh bien, nous pourrons faire des économies particulièrement conséquentes. Sur la TGAP, là, c'est pareil, on passe de 17 € la tonne en 2019 à 65 € la tonne en 2025. Donc, vous voyez qu'on a des enjeux importants en termes financiers, mais également des objectifs réglementaires, puisque
on doit en 2025 diminuer de 50% également donc les déchets qui sont envoyés, donc qui ne sont plus recyclables, donc enfouis de 50%, ce qui fait qu'on est à 1466 tonnes. Il faudrait qu'on arrive à 892 tonnes. Voilà. Je fais un petit aussi, bon, on ramasse, donc le service environnement collecte les encombrants, les déchets verts en porte-à-porte. C'est un service que toutes les collectivités n'ont pas mis en œuvre. Et c'est un service spécifique qui est gratuit pour les particuliers, bien évidemment, et qui représente plus de 70 000 euros par an pour la collectivité. Je passe au budget. Donc, le budget du service environnement en 2021, c'est 5 189 880 euros. La TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc, représente 70% du budget. Le reste, vous avez le détail sur la page 30 donc, du financement du service. Donc, le reste, eh bien, c'est les prestations, donc les remboursements que nous avons des déchets triés, donc soit éco-emballage plus donc les reversements pour le verre, pour le fer, pour les textiles, pour le mobilier, pour les gravats, etc. Donc, il y a quand même pour 836 000 euros, et vous avez le détail donc, de tout ce qui nous est reversé. Également, une participation de la commune de Générac, puisque nous mutualisons la déchetterie de Beauvoisin. Bon, on a un problème, enfin, mais j'en parlerai dans les conclusions, donc, sur l'accès des professionnels. Donc, en fait, sur ces 5 millions, un peu plus de 5 millions de budget, eh bien, la collectivité, la communauté de communes, donc, eh bien, elle participe à hauteur de 897 286 euros. Ça veut dire que donc, ce budget environnement qui n'est pas un budget annexe, mais qui rentre donc, dans le budget général de la communauté de communes, il n'est pas équilibré. Vu ce qui s'impose à nous dans les années à venir, il ne le sera pas non plus, mais l'objectif, c'est de ne ni augmenter l'atome, et donc de rendre si on veut rester dans le même ordre d'idée de budget, eh bien, il va falloir que nous mettions les bouchées doubles pour pouvoir rester dans ce budget de 5 millions d'euros, avec une participation de près d'1 million d'euros du budget général. Voilà. Ce que je voulais vous dire également, donc en conclusion, c'est que eh bien, la production de déchets est à une augmentation au niveau des tonnages en déchetterie, que c'est dû sans doute à l'accroissement de la population, mais également à la réponse inadaptée aux déchets professionnels. Et ça, c'est un enjeu aussi. Donc, nous sommes en train de mener une grosse réflexion sur la production de nos déchets. C'est une étude qui a été confiée à la CEREG, au cabinet d'études CEREG et Espelia. Nous avons donc les gros défis devant nous. Eh bien, le premier défi, c'est la sortie des biodéchets donc, au 1er janvier 2024. Donc, tout ce qui est putrescible va pouvoir être sorti. Donc, vous voyez qu'on a un an devant nous pour trouver des solutions et bien communiquer pour que chacun fasse ce geste-là. On va renforcer, bien sûr, le tri dans les déchetteries. On va mettre en place des cartes magnétiques. On va mettre en place des broyeurs urbaines pour les déchets verts, pour libérer de la place pour étendre donc encore le tri à d'autres déchets. Nous avons donc bien sûr des efforts à faire nous aussi au niveau des collectivités, avec la mise en place du tri sélectif dans les équipements publics, dans les administrations, sur les stades. Et d'ailleurs, je fais une petite incise, mercredi à 16h, nous inaugurons les nouvelles poubelles sur le complexe sportif Léo Lagrange, donc avec Mohamed Touami, et donc les deux associations Football Club Vauverdois et Tennis Club Vauverdois donc sont ravis. Donc il va y avoir des poubelles customisées pour inciter les enfants à mettre les canettes, les bouteilles, etc. Enfin tout ce qui peut être trié dans les poubelles de tri. Voilà, il faut aussi que nous soyons vigilants donc à faire diminuer notre production de déchets verts. Et bien sûr, tout ça, eh bien, il va falloir renforcer la communication. Et c'est la raison pour laquelle je me suis un peu étendue sur ce rapport d'activité 2021 du service des déchets de la communauté de communes. Je vous remercie. Très bien. Alors, il s'agit d'un donné acte, mais vous savez que depuis l'an dernier, il faut voter les données actes. Voilà. Donc, je vous propose d'approuver ce donné acte. Des oppositions, abstentions, unanimité. Je vous remercie. Et je propose à Cathy de nous donner acte maintenant du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif
plus communément appelé le SPANC. Bien, merci. Bon, ça va être beaucoup plus rapide. Donc, c'est un service spécifique qui a été créé il y a quelques années, donc par la loi, hein, donc pour les personnes qui ne se sont pas raccordées au service, enfin au réseau d'assainissement, eh bien, elles ont un contrôle tous les 4 ans. Alors, il y a une mission spécifique, c'est un employé de la communauté de communes qui fait ça. Donc, il fait donc tous les 4 ans une visite de l'équipement et donc il rédige ensuite un procès verbal et donc nous donnons acte à la personne si l'équipement est en conformité ou pas et s'il y a des travaux à faire, eh bien on invite bien sûr les personnes à faire ces travaux. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc c'est un tout petit budget avec donc une section de fonctionnement à 52 873 €, mais en fait qui a été réalisé à hauteur de 36 921 €. En fait, ça correspond simplement au salaire chargé de la personne qui administre ce service. En dépenses d'investissement, il n'y a pas grand-chose aussi. On avait prévu en dépenses 30 497, on n'a réalisé que 4 000. En fait, c'est souvent des petits équipements. Et donc, les gros équipements, c'est quand on change le véhicule uniquement. Voyez, on a également une redevance, hein, puisque bon, les personnes qui relèvent de ce service paient une taxe tous les 4 ans, je crois. Hein. Ce n'est pas une taxe annuelle. Hein. Et donc, voilà, qui avait été prévue à hauteur de 33 917, qui a été réalisée à hauteur de 35 000 €. Dans les chiffres clés, on a 12 demandes de projets d'installation d'assainissement non collectif neuves en 2021, 19 certificats de conformité délivrés, 234 visites périodiques, donc annuelles, hein, de fonctionnement. C'est vraiment une rotation importante. Et 5 administrés éligibles aux aides de l'agence de l'eau du conseil départemental pour la réhabilitation de leur assainissement non collectif. Voilà, et donc l'idée, enfin pour 2022, ben, on continue puisque ce service fonctionne très bien. Très bien, il s'agit donc de voter le donner acte. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Merci Cathy. Et je demande maintenant donc à Laurence Emmanueli de nous exposer donc les conditions dans lesquelles nous allons réaliser un salon des artistes amateurs, donc dans le prolongement déjà de cet été culturel et avant une saison qui s'annonce riche en événements. Bonsoir. Alors cette année, la municipalité organise son salon de peinture amateur en partenariat avec le centre culturel Robert Gourdon, qui est ouvert aux artistes amateurs, c'est-à-dire non professionnels. Donc dans les catégories peinture, aquarelle, dessin et gravure. Il aura lieu le 30 novembre, du 30 novembre au 16 décembre à l'espace culture Jean Jaurès. Donc cette année, il portera sur le thème de l'arbre, qui est l'élément qui a inspiré les peintres depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui et qui est un sujet des plus actuels. Alors vous avez jusqu'au 10 novembre pour constituer un dossier de participation auprès du service culture. Bien évidemment, un comité de sélection composé de professionnels et d'amateurs se réunira pour sélectionner les candidats. Les résultats de cette présélection seront communiqués le 18 novembre. Alors, à l'occasion de ce salon, il y aura 2 prix. Un premier prix pour récompenser l'œuvre la plus originale, donc toute catégorie confondue, qui sera communiqué le jour du vernissage. Et un deuxième prix qui sera le prix du public. Alors, le vote de ce prix s'effectuera par contre, lui, durant toute la durée de l'exposition. Il y aura une urne qui sera prévue à cet effet. Et le prix du public sera attribué à la clôture du salon. Voilà, donc je vous propose d'approuver le montant des prix qui seront remis aux auteurs de l'œuvre désignée gagnante. Le prix du jury, c'est 100 € en bon d'achat pour matériel d'art et le prix du public, c'est 100 € en bon d'achat pour matériel d'art aussi. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Très bien, donc sur cet exposé, y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité pour la culture, je vous remercie. Et Laurence va compléter j'aimerais son reprendre propos. la parole, s'il vous plaît. J'en profite parce que, comme vous le savez, nous faisons de la culture une priorité de notre mandat. Je
pense qu'elle n'est pas un luxe et que nous la voulons accessible, ouverte à tous, et que nous tenons absolument à la gratuité, à la gratuité autant que possible, afin que le plus de monde puisse y participer et en bénéficier. Aussi, nous sommes heureux donc de vous inviter le 30 septembre à la programmation culturelle. Donc c'est une programmation culturelle à la fois riche et variée. Elle est enrichie des événements organisés par nos partenaires, et avec l'école de musique. Donc elle est prévue le 30 septembre, je vous le répète, à 19h à la salle Bizet. C'est une soirée gratuite. Elle est ouverte à tous. Donc elle sera animée par le groupe de comédiens Les Nénettes, qui feront une présentation de la saison culturelle. Ensuite, nous aurons un moment de convivialité. Et puis nous finirons avec un spectacle qui s'appelle La vie rêvée de vous. Donc c'est une comédie comique. Voilà, donc vous y êtes tous invités. On vous y attend nombreux dans la joie et la bonne humeur. Voilà, merci. Eh bien, on se retrouvera donc ici dans la joie et la bonne humeur fin Je septembre. l'espère. J'en profite pour saluer avec la même joie et la même bonne humeur l'arrivée d'Alexandre Brignac à 19h50. Très bien. Alors, délibération suivante. Donc, il s'agit, ça va nous faire bouger là. Il s'agit donc de la composition du conseil d'administration du CCAS. Alors, le CCAS, donc, c'est un établissement public administratif communal, donc il y a ces règles bien particulières. On vote avec un scrutin de liste. Il doit y avoir le même nombre de membres du conseil municipal que le même nombre de personnalités dites qualifiées, c'est-à-dire des personnalités qui ont un rôle qui est connu donc, dans la vie sociale. Donc, nous avons à pourvoir un siège, qui est le siège donc, de Maïlis, voilà, qui faisait partie du syndicat du conseil d'administration, qui quitté le conseil il y a quelques mois maintenant, et qui sera donc pour la majorité remplacé par Jean-Paul Bertrand. Et de la même façon, donc, je pense que le groupe d'opposition avait souhaité revoir sa représentation. Donc je crois que ça a été discuté, mais parce que vous l'avez revu, mais c'est sans changement au final, je crois. Voilà. Bien. Donc on va repasser au vote. C'est obligatoirement, donc c'est un vote au scrutin de liste, c'est obligatoirement un vote donc dans l'isoloir. Donc vous allez vous lever à l'appel de votre nom et vous irez voter. Vous aurez à votre disposition 2 bulletins et le résultat se fera donc à la proportionnelle. Non, on n'a pas le droit. Jean-Pierre, sinon je l'aurais proposé. Allez, c'est parti. Donc, on y va. Cathy Guyot. On votera en dernier. Oui, Bruno Pascal. Annick Chopard. Rodolphe Rubio. Laurence Emmanueli. Farouk Moussa. Alors, Cathy Guyot pour Babel Michalski. Christian Somacal. Si c'est 25 et 8, ça fait 7 sièges et 2. Si c'est pas 25 et 8, on a du souci. T'as vu pour nous Non, mais je saurais qu'elle Magali Nissard. Francine Chalmeton. Jackie Pascal. Bruno
Pascal qui va voter pour Daniel Salmeron. Ça y est? Bon. Christian Espuche. Bruno Joannet. Chantal Lachapelle. Nicole Duquesne. Rodolphe Rubio va voter pour Véronique Védrine. Frédéric Dumas. C'est les chaussettes. C'est les chaussettes qui vont. C'est les chaussettes qui montent à la tête. Mohamed Touami. C'est les chaussettes qui te montent à la tête. Alexandre Brignaca. Tu animes la soirée. Benjamin Rouvière. Florine Harris. Jean-Paul Bertrand. Michel Matival. Jean-Louis Maisonnet. Faut prendre une enveloppe là. Je crois qu'il n'a pas pris l'enveloppe. Peut-être on verra bien. Monsieur René Jiménez. Voilà. J'ai bien vu. Madame Sandrine Rios, Monsieur Serge Garnier, donc Jean-Pierre Guzaille pour Serge Garnier. Jean-Pierre, tu en profites pour voter pour toi également? Emmanuel Gavanon qui vote pour elle et pour Carole Calba.
Il faut être deux piles, ouais. Compter les enveloppes. Oui, les enveloppes, il y en a une, c'était pile, il en manquait une. Il y avait le nombre exact. Le nombre précis. Pour nous, c'est Vauvert. Tu vois, tiens, c'est le film. Tiens, c'est le film. Pour nous, c'est Vauvert. Vous m'entendez, c'est le film. Faire, c'est pas embêtez pas pour l'enregistrement. Donc 7 et 2, c'est bon.
Très bien. Donc, résultat, 24, 8 et un distrait. Donc, il y a voté nul. Et donc, le résultat, donc, sont élus au CCS, donc Elisabeth Michalski, Nicole Duquesne, Véronique Védrine, Francine Chalmeton, Chantal Lachapelle, Farouk Moussa, Jean-Paul Bertrand, dont 7 élus de Pour nous, c'est Vauvert, et Jean-Louis Maisonnet et Serge Garnier, 2 élus de Rassemblée pour Vauvert. Allez, délibération suivante, c'est Farouk Moussa qui va nous parler de la participation financière 2022 à une association à laquelle nous cotisons depuis longtemps maintenant, qui est l'ADIL. L'ADIL. Merci, monsieur le maire. Donc, l'ADIL du Gard, qui appartient au réseau national ANIL-ADIL, exerce une mission de service public consistant à informer gratuitement les particuliers sur les aspects juridiques, financiers, fiscaux, du logement et de l'habitat. Donc, la commune est partenaire de cette association depuis plus de 20 ans. Donc, considérant que la demande de participation financière à la commune est effectuée par l'ADIL pour l'année 2022, donc je propose au conseil municipal d'accorder cette participation financière de 820 € à l'ADIL pour 2022 et d'autoriser le maire à faire signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc, pour la commune, c'est notre adjointe Elisabeth Michalski qui participe à ces différents échanges, et il y a une permanence qui se fait aussi au niveau du CCAS pour permettre aux habitants vauverdois de pouvoir rencontrer cette association pour échanger sur des aspects juridiques, financiers ou fiscaux du logement et de l'habitat. Voilà pour la délibération. Très bien, une association qui est de plus en plus sollicitée compte tenu des programmes d'amélioration de l'habitat que nous avons engagés à la fois dans le quartier d'habitat social, également dans les centres anciens. Bien, pas d'observation, donc y a-t-il des oppositions, abstentions, unanimité, je vous remercie. Et je propose maintenant à Farouk Moussa de nous parler du non-abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Merci, monsieur le maire. Donc, depuis le 2 juillet 2015, dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, donc nous avons signé le contrat de ville. D'ailleurs, ce contrat de ville a été prorogé jusqu'au 30 décembre 2023. Donc, le Code général des impôts prévoit une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en faveur des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, définie à l'article 5 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Donc, cette exonération TFPB, prévue par l'article 183 du Code général des impôts, est de droit, mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales. Donc, cette délibération doit être prise dans les conditions prévues selon l'article 1639 A bis du Code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante. Donc, par rapport aux différentes lois, donc, considérant que la municipalité souhaite engager un dialogue avec tous les bailleurs sociaux éligibles à une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties en vue d'une application éventuelle à partir de 2024, afin de définir avec eux les modalités d'amélioration des services aux habitants. Et cet abattement est de 30%. Donc, ce dialogue se fera notamment au travers de la gestion urbaine sociale de proximité que l'on met en place depuis que nous avons signé en décembre 2020 la convention de rénovation urbaine. Donc, nous avons commencé différentes démarches pour essayer d'améliorer le quotidien des habitants. Ça peut concerner aussi des différents stationnements. Et les bailleurs vont s'engager avec nous dans cette réflexion. C'est pour cela qu'on remet à plat cette exonération de façon à 2024 pouvoir échanger avec différents bailleurs, les différents partenaires, de façon encore à améliorer la vie des habitants. Et on peut voir déjà que sur les différents engagements que certains bailleurs ont pu faire, notamment la CEMIGA, qui a déjà pratiquement fini sa rénovation énergétique, comme le maire en parlait précédemment de la délibération précédente avec l'ADIL. Donc, je propose au conseil municipal de renoncer à exonérer les bailleurs sociaux de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2023. Voilà, je crois que c'est clair, on veut tout mettre à plat et que s'il y a une réduction fiscale, comme la loi le prévoit, elle soit en contrepartie d'un contenu vérifiable d'amélioration de la vie des usagers des logements. Voilà. Donc, on remet tout à plat et on rediscute avec les bailleurs sociaux qui sont sur la commune.
Vous avez repris la parole aussi, monsieur le maire. Comme je parlais aussi de la gestion urbaine sociale de proximité que la loi nous oblige à mettre sur le quartier prioritaire de la ville, comme on est une municipalité qui a de l'ambition, nous souhaitons aussi le mettre sur l'ensemble du territoire. Et c'est vraiment important que tous les Vauverdois puissent bénéficier d'un cadre de vie et d'une écoute de la part que ce soit de la municipalité ou de différents partenaires ou de toutes les personnes qui s'occupent justement de notre commune. Très bien. S'il n'y a pas d'intervention, je soumets à votre approbation. Est-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Donc une délibération également qui est un peu structurante, en tout cas d'une volonté, d'un partenariat et d'une rigueur que nous souhaitons voir de plus en plus se développer pour maintenir nos paysages. Et je demande à Rodolphe Rubio de nous parler de la charte de traitement des demandes de raccordement provisoire au réseau d'électricité. Merci, monsieur le maire. Donc, une délibération très technique, mais ô combien symbolique pour notre commune. Compte tenu de notre implication pour lutter contre la cabanisation, les infractions à l'urbanisme, les infractions à l'environnement, l'État, au mois d'avril, nous a sollicité pour mettre en place une collaboration avec une convention tripartite avec Enedis, la préfecture et nous, afin de lutter contre toutes ces infractions vis-à-vis du raccordement à l'électricité de certaines parcelles. Donc, je vous propose de signer cette convention entre Enedis, l'État et la commune afin de lutter au maximum contre ces infractions à l'urbanisme, à la cabanisation et nos infractions à l'environnement, qui nous laisse un délai très court pour réagir lorsque nous avons vent de ces raccordements à Enedis. Nous n'aurons que 72 heures pour nous prononcer et signer le non-branchement. À cet effet, avec ma collègue Annick Chopard et moi, on se propose de se rendre très rapidement sur place afin de vérifier si c'est un branchement qui soit nécessaire ou pas, et de signer ou l'accord de ce branchement ou de refuser ce branchement, qui sera ensuite traité par nos services comme une infraction à l'urbanisme. Voilà, donc je vous propose de signer cette convention afin d'être beaucoup plus efficace avec nos services face à la cabanisation de notre village et aux infractions à l'urbanisme et à l'environnement. Très bien, pas d'intervention. Donc, je le soumets à votre approbation. Est-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Et je vous propose maintenant de passer à la délibération suivante, donc toujours présentée par Rodolphe Rubio. Nous revenons sur le règlement local de publicité. Alors, nous avons déjà prescrit la délibération à un conseil municipal, le règlement local de publicité, mais afin d'être... Je vous demanderai de faire un peu de calme, s'il vous plaît. Qui est obsolète depuis le mois de janvier 1987, puisque c'est en cette année-là qu'il a été voté. Donc, depuis le mois de janvier 2021, c'est le préfet du Gard qui est responsable de notre règlement local de publicité. Donc, nous proposons, compte tenu de notre développement, d'élaborer ce règlement local de publicité, tout en respectant l'attractivité de notre territoire, de valoriser notre commerce local, d'améliorer notre cadre de vie et surtout de lutter contre la pollution visuelle. Donc, afin de réactualiser les objectifs qui sont dans la délibération, donc je vais très rapidement vous les passer, de rendre visibles les entreprises de la commune afin d'améliorer l'attractivité du territoire, de soutenir le commerce de proximité, d'améliorer la qualité des zones d'activité, en particulier la zone côté soleil, de protéger nos entrées de ville, qui sont la première vitrine de notre territoire, de préserver les zones qui sont peu touchées par cette pression publicitaire, c'est-à-dire les quartiers résidentiels ou pavillonnaires, de préserver et d'améliorer notre cadre de vie et de protéger l'image de notre territoire. Nous allons avoir des modalités de concertation. Nous allons ensuite avoir une information à la population, à la collectivité via divers médias. Ensuite, nous notifierons auprès des personnes associées qui sont la préfecture, le président du conseil régional et d'autres services de l'État. Nous aurons ensuite une consultation auprès de la population auverdoise afin de voter ce règlement local de publicité qui nous permettra d'être sereins sur notre territoire et de lutter particulièrement sur la pollution visuelle, mais tout en conservant l'attractivité de notre territoire. Très bien. Sur ce sujet important, pas d'intervention.
Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Il s'agit maintenant de passer à l'attribution de subventions exceptionnelles qui nous sont proposées par Mohamed Touami. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de demander au conseil municipal de se prononcer sur l'attribution de 2 subventions exceptionnelles liées à 2 événements distincts. Le premier événement concerne notre boxeur professionnel Mohamed Kani, qui l'année dernière, malheureusement, au nombre de points, a échoué à aller chercher la ceinture de champion d'Europe, mais qui n'a pas baissé les bras et qui aujourd'hui est affûté pour aller reproposer dès le 15 octobre et pourquoi pas d'aller chercher au Palais des Sports René Bougnol à Montpellier cette fameuse ceinture de champion d'Europe. Voilà. Donc je vais vous demander de vous prononcer sur une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Canis Fight, en croisant les doigts qu'ils puissent aller la chercher. Alors, on fait un par un. Pas d'intervention, pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Donc l'autre événement, c'est un événement tout nouveau à Vauvert, puisque il s'agit d'un vétathlon. Donc je vous rappelle le principe, pour ceux qui ne connaissent pas le vétathlon, c'est un coureur à pied et un vététiste. Hein. La différence avec un duathlon ou un triathlon, c'est que c'est la même personne qui fait toutes les courses. Donc 10 km de course à pied et 20 km de VTT. Cet événement aura lieu samedi 24 septembre. Et la particularité là, de cet événement, c'est qu'il y a une mutualisation, il y a une entente entre 3 associations. La première qui est Dynamique, l'association Dynamique créée par Philippe Mesrich. Puis Courir à Vauvert, dont la présidente est Patricia Boileau. Et Thierry Pajot, qui est le président du Vélo Tonique Vauverdois. Donc c'est à souligner qu'une mutualisation comme ça, un événement produit par 3 associations, c'est quand même à souligner sur Vauvert. Donc la demande, il s'agit d'une dotation, d'une attribution de subvention exceptionnelle à hauteur de 1 000 €. Merci. Très bien, mais on est là quand même dans la conséquence directe de l'organisation des FIDAYS qui sont venus à Vauvert, donc cette compétition de triathlon portée par la MGN. Et on avait bien imaginé qu'il fallait qu'il y ait une suite à Vauvert. Et d'ailleurs, je reste encore mobilisé sur le fait que cette initiative associative donc, doit être accompagnée, enrichie et complétée pour qu'on finisse par avoir un triathlon aussi, puisque nous avons la chance d'avoir une piscine. Et même si elle n'est pas couverte, on peut, dès le mois de mai, aller donc s'entraîner pour pouvoir être opérationnel et avoir des épreuves de triathlon l'été. Donc, ce sont les messages d'encouragement que tu porteras lorsque tu remettras les coupes samedi. Très bien. Sur cette subvention exceptionnelle, pas d'intervention, pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. C'est maintenant Christian Espuche qui va nous parler du site remarquable du Goût, les prés et les marais de la Tour Carbonnière. Merci Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Donc le site remarquable du Goût, c'est d'abord un label national qui a été créé en 1994 par 4 ministères, celui de la culture, de l'agriculture, du tourisme et de l'environnement. Ça s'appuie sur 2 valeurs fondatrices, le bon sens paysan et l'entraide agricole. Il a pour vocation de valoriser les produits, les paysages, l'histoire et la culture du lieu par les rencontres avec les paysans. Aujourd'hui, la fédération fondatrice et animatrice de ce label référence 71 sites remarquables du Goût, donc SRG, et 10 en cours d'agrément. Cela représente 5000 adhérents en France. Dans le Gard, on a la chance, on en a 5. Le taureau de Camargue chez nous, l'olive et l'huile d'olive de Nîmes, l'oignon doux des Cévennes, la figue de Vézénobre et l'AOC rosé de Tavel. Ces 5 produits labellisés intègrent ainsi les démarches de valorisation militante du goût et sud de France. En fait, ça se concrétise sur le terrain par une association qui se trouve immédiatement entre un territoire et un site ou un produit,
ou un site et un produit, tel par exemple, donc, ici nous c'est le taureau, Beaufort le fromage et Guérande le sel. C'est un label de reconnaissance donc touristique et gastronomique qui a été créé par des ministères chargés, comme on a dit, de l'agriculture. Ainsi, les SRG mettent en lumière à travers un produit emblématique du terroir tout ce qui est paysage et savoir-faire. La commune de Vauvert est très attachée à la mise en valeur de son territoire. Elle organise régulièrement des événements qui mettent à l'honneur ses producteurs, ses viticulteurs, ses artisans d'art et créateurs, notamment avec le marché du terroir. Elle collabore régulièrement avec l'Office de tourisme, Cœur de Petite Camargue à Vauvert, qui participe à la promotion des sites remarquables du goût de notre territoire. La commune soutient également des actions qui visent à la reconnaissance de l'appellation AOP des produits du terroir. Le financement du SRG est assuré par les membres de droit, communes, Office de tourisme, Vauvert, le Gros-du-Roi, Saint-Laurent, Aigues-Mortes et les cotisations de ses membres. La cotisation s'élève à 60 € pour les sociopros et de 150 € pour les membres de droit. L'Office de tourisme s'acquitte donc de son adhésion, participe à la manifestation. L'objet de l'association est de promouvoir donc le taureau de Camargue et les activités qui en découlent. Ses principales actions, participation aux différents salons des autres SRG de France, avec vente de taureaux de Camargue, organisation du salon du SRG Taureau de Camargue et animations diverses. Donc depuis 4 ans, l'association a mis en place son salon SRG le dernier week-end d'octobre. Et pendant ces 2 jours sont proposées des animations diverses. Ça se passe à la Manal Saint-Louis, en capitale, à Montcalm. Vocation de la manifestation, donc promotion du taureau et marché du terroir, regroupant une grande partie des SRG de France. Voilà, donc les financeurs, régions, département du Gard, communauté de communes. Et il est demandé donc à la commune de Vauvert d'aider l'association Les Prés et Marais de la Tour Carbonnière, qui est située sur notre territoire, et œuvrant donc pour la valorisation de nos élevages par le biais du tourisme. D'aider donc cette association à la hauteur de 150 € par an. Voilà, nous espérons que ce sera fait. Très bien. Il n'y a Merci pas beaucoup. d'intervention. Est-il des oppositions? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. Et je demande à Magali Nissar maintenant de nous présenter la convention de partenariat concernant l'organisation de l'accompagnement du transport scolaire des maternelles. Oui, donc merci Monsieur le maire, bonsoir. Donc c'est la région qui est compétente en matière de transport scolaire. Pour nos communes, cela concerne le transport des enfants des hameaux de Galician et Montcalm. Et donc la région clarifie dans son nouveau règlement plusieurs points. À savoir, il fixe désormais un seuil obligatoire, donc à partir de 4 élèves transportés, pour le fait qu'il y ait un accompagnant dans le bus. Et ensuite, ils indiquent qu'ils prennent en charge les frais de formation pour cet accompagnateur et qu'ils prennent aussi à hauteur de 1 000 € par an et par service les remboursements des frais de personnel. Bien, voilà, donc on est déjà dans le coup, nous, pour notre organisation. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, c'est Annick Chopard maintenant qui va nous parler des ventes de parcelles cadastrées, puis ensuite d'une délimitation de bornage. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la vente d'une parcelle, la DC20, qui est au lieu-dit Mas de Tessier, dans une propriété viticole qui appartient au GFA du Mas d'Escande. Et bien sûr, cette parcelle insérée dans cette propriété n'est pas du tout utilisée par la commune. Donc, on a eu une demande de monsieur Bakou qui représente ce GFA et qui donc sollicite la commune pour l'achat de cette parcelle afin de pouvoir avoir une seule unité foncière de l'ensemble des autres parcelles qu'il détient. Donc, il nous a proposé d'acquérir cette parcelle au tarif des estimations domaniales, c'est-à-dire elle est évaluée à 750 € pour environ 450 mètres carrés. Bien sûr, les frais notariés issus de cet acte seraient à la charge
de l'acquéreur. Voilà, donc je vous propose la vente. Pas d'intervention, donc pas d'opposition, pas d'abstention, unanimité. On passe donc à la délibération suivante sur le bornage et délimitation amiable de parcelles. Oui, donc un classique, le cabinet Relief GE, qui est géomètre expert, et qui représente donc la SCI Le Bois de Fonteuil, Madame Mullard, propriétaire de plusieurs parcelles à ce lieu dit Fonteuil à Vauvert. Donc fait une demande de bornage dans la mesure où ces parcelles jouxtent le chemin communal. Voilà. Donc c'est un classique et c'est toujours établi aux frais du demandeur. Voilà. Très bien, pas d'intervention, pas d'opposition, abstention, unanimité, je vous remercie. La délibération suivante donc est toujours présentée par Annick Chopard, qui va nous parler de la cession d'un bâti sur une concession de l'ancien cimetière. Oui, donc suite à la dernière procédure de reprise de concession dans l'ancien cimetière de Vauvert, reprise de concession bien sûr en état d'abandon, donc ça en 2007, l'ensemble des concessions avaient trouvé preneur, sauf la concession P4 à 7 en raison de son prix et surtout de son état. Donc le prix avait été diminué et évalué à 6 080 €. Donc Monsieur Gimenez s'est récemment rapproché de la commune, voilà, parce qu'il était intéressé par l'acquisition de cette concession. Donc il s'est porté acquéreur à titre perpétuel. Donc, il faudra rajouter au prix de cette concession de 6 080 € le prix dû par la parcelle, à savoir, il y a 5 mètres carrés et demi, donc 1 854 € pour avoir une concession perpétuelle. Voilà, donc je vous propose la vente de cette parcelle. Monsieur le maire, oui. Je prends part, oui, monsieur le maire, je ne prends pas part à la délibération. Voilà, monsieur Gimenez ne prendra pas part à la délibération. Il n'y a pas d'intervention. Je la soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, unanimité. Monsieur Gimenez ne prendra pas part au vote. Vous avez la parole. Pardon. Oui, monsieur le maire, je voudrais remercier l'ensemble du conseil municipal qui a voté à l'unanimité cette attribution. Très bien, donc acte. On passe donc à la délibération suivante. Il s'agit de désigner un délégué du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de Rives suite à la démission d'un conseil municipal. Alors, je vais vous proposer la candidature de Mohamed Touami pour remplacer donc Renaud Napoléon. Acceptez-vous qu'on vote à main levée? Oui. Bien, si vous souhaitez qu'on vote à main levée, si vous l'acceptez, donc pour la candidature de Mohamed Touami, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc à l'unanimité, membre du conseil d'administration de Rives a besoin d'être bon. Hein. On passe maintenant à la signature d'une convention d'adhésion au service temporaire de mission temporaire du centre départemental de gestion. Bon, vous savez que les centres de gestion peuvent recruter des agents et les affecter à des missions temporaires, donc dans des collectivités, lorsqu'il s'agit d'assurer le remplacement d'agents qui sont momentanément disponibles et qu'on doit faire appel à des gens dont on a pu mesurer, le centre de gestion est en capacité de le faire, la spécialité ou les compétences particulières. Donc je vous propose qu'on adhère à ce service de mission temporaire, en sachant que bien évidemment, lorsque l'on prend quelqu'un du centre de gestion, c'est comme si on prenait un salarié et un intérim, donc on a à payer évidemment son service à disposition, c'est-à-dire son salaire. Voilà. Sur cette délibération de principe, y a-t-il des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité? Je vous remercie.
Ensuite, il s'agit alors de créer, alors je vais vous faire court. La loi de transformation de la fonction publique donc, a modifié les organisations du dialogue, qui font le dialogue social. Alors nous avions précédemment un comité technique que nous avions souhaité, comme la loi le permettait, paritaire, avec un nombre égal de représentants municipaux, un nombre égal de représentants des syndicats de salariés. Et nous avions également un comité d'hygiène et de sécurité au travail, un CHSCT, et c'était les mêmes personnes, quasiment d'ailleurs, qui représentaient la collectivité et les syndicats. La loi a prévu de fusionner ces deux structures, et donc on a maintenant, au lieu d'avoir un comité technique et un CHSCT, on a un comité social territorial. Voilà. Donc nous avons deux délibérations à voter. La première, c'est la création de ce comité social territorial en application de la loi, avec une particularité pour Vauvert, comme on l'a fait dans d'autres situations, c'est qu'on y associe également le CCS, c'est-à-dire que donc le centre social et le comité social et territorial sera commun au CCS et à la commune. On évite d'en avoir deux. Donc on le fait, vous l'avez vu, pour les commandes, enfin pour pas mal de choses. Et ensuite, donc, on aura une deuxième délibération, mais je vous en parle tout de suite. Cette deuxième délibération fixe le nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Donc, et donc, on propose d'appliquer le paritarisme numérique et donc d'avoir 5 représentants titulaires du personnel et 5 représentants titulaires de la collectivité. Voilà. Les représentants titulaires de la collectivité ne sont pas forcément des élus d'ailleurs. Voilà. Puis aussi des membres de l'administration. Alors, comme j'avais un doute quant à leur désignation, je précise donc que les membres du comité technique, les membres représentant la commune, ne sont pas donc élus à conseil municipal, ils sont désignés par le maire. Voilà, donc je procéderai à leur désignation dans les jours qui viennent et j'associerai évidemment, comme je l'avais fait précédemment, des représentants de l'administration communale à cette structure. Voilà. Donc, première délibération, la création d'un comité social territorial commun entre la commune et le CCS, dont l'effectif cumulé est supérieur ou égal à 200 agents. Des interventions, des oppositions, abstentions, unanimité, je vous remercie. Et ensuite, la délibération suivante, on fixe le nombre de représentants du personnel au comité social territorial. Et ensuite, donc, on fixe également, à parité, le nombre de représentants de l'administration. Et donc, on les fixe à 5. Là-dessus, y a-t-il des... Donc on en a déjà parlé avec les syndicats, bien sûr. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Alors, il s'agit maintenant donc d'intervenir sur la modification du tableau des effectifs sur les emplois statutaires. Vous savez qu'à chaque conseil, on a toujours une rubrique personnelle et qu'on a à intervenir régulièrement sur des emplois dits contractuels qui nous permettent donc de gérer soit des accroissements d'activité, soit des périodes qui sont liées par exemple donc aux périodes de vacances, l'encadrement des enfants au centre de loisirs ou diverses mesures de cet ordre. Là, il s'agit pour la première délibération d'une délibération qui concerne la modification du tableau d'effectifs d'emploi statutaire sur le service de propreté des bâtiments communaux. Or, pour mémoire, ce service de propreté des bâtiments communaux, nous avons décidé donc en 2021 de faire un audit pour vraiment calculer un petit peu, voir comment on pouvait améliorer ce service, à la fois en choisissant j'ai envie de dire, le confort des salariés, parce qu'on se rend bien compte qu'avoir des emplois du temps coupés sur l'entretien de bâtiments qui sont des fois éloignés, et souvent, quelquefois, pour des personnels qui n'ont pas de véhicule, c'était des conditions qui n'étaient intéressantes ni pour les personnes, ni pour la collectivité. On a donc fait une étude un petit peu générale, quantifier le travail, objectiver le travail par établissement, en fonction de la nature des locaux, de leur vétusté ou pas, vérifier également les qualifications, les compétences et les formations des uns ou des autres. Voilà. Et puis donc, considérer aussi que pour beaucoup de personnes, donc 35 heures, c'était plus un problème qu'une solution quand on a affaire donc à des emplois du temps qui sont forcément coupés quand on fait le ménage, quand il n'y a personne dans les bâtiments.
Donc on a eu un objectif un petit peu différent de ramener un petit peu, pour des raisons de confort, même si on est sur des emplois, des petits salaires, donc autour de 28 heures. Mais il y a des gens aussi qui considèrent, et c'est le cas là, que le temps qu'on leur a proposé est un temps trop important. Donc là, on a affaire donc à une volonté d'un agent de modifier son temps de travail, de diminuer de quelques heures pour des raisons familiales. Et donc, je vais vous dire que en ne touchant pas au volume d'horaire complet, on enlève ces heures à un agent et on les attribue à un autre qui, au contraire, donc souhaitait pouvoir en faire davantage. Donc ça nous amène à la création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet de 21 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre. On supprime le poste d'adjoint technique à temps non complet de 23h05, donc on y enlève 2h30. Et on crée un poste d'adjoint technique à temps non complet de 27h05, et on supprime le poste qui était à 25 heures équivalent. Et donc c'est 2h30 qui passent d'un poste à l'autre. Voilà. S'il n'y a pas d'intervention, oui, Monsieur Jiménez. Monsieur le maire, je voudrais que vous m'expliquiez comment un poste d'adjoint technique à temps non complet 25 heures peut survivre. On est sur des situations qu'on connaît, hein, qui sont pas nées avec notre équipe municipale, que vous avez bien connue. Notre souci, il est là de permettre à des gens de pouvoir exercer un métier qui est un métier à temps non complet et qui est souvent complété par ailleurs. Voilà, c'est souvent des femmes qui ont eu des difficultés familiales, des familles monoparentales, des gens qui ont été un peu cabossés par la vie, et pour lesquels aujourd'hui, quelquefois, faire 35 heures, quand on a à faire le ménage à la mairie, et puis qu'il faut venir le faire à la salle Pompidou, ou à Mistral, ou ailleurs, pose des difficultés. Ce sont des gens qui sont souvent non mobiles, et des fois, vous savez, ce sont des gens qui, quelquefois, sont montrés du doigt par une partie de la population, parce qu'on les voit marcher dans Vauvert avec un seau, un balai et une blouse bleue, et certains les stigmatisent quelque part. Et oui, vous savez, c'est pas votre vie, c'est pas la mienne, mais c'est la vie de quelques personnes. Et croyez que nous sommes très attachés donc à la qualité de cet environnement, que l'audit que nous avons mené l'an dernier, c'était un audit qui aurait pu nous amener à privatiser le service, et c'est un audit qui nous a amené à conforter le service public et à faire en sorte qu'on puisse mieux gérer. Il y avait des choses anciennes qui étaient les critères qui déterminaient le nombre d'heures, par exemple, que l'on doit faire dans telle classe. Par exemple, à l'école Roujon, le nombre d'heures que l'on doit faire à Abosite. Voilà, bon. Et bien tout ça, il fallait le revoir d'une manière objective. Il y a des sols qui nécessitent beaucoup plus de temps, de passage, qui sont beaucoup plus difficiles à nettoyer que d'autres. Il faut donc y consacrer un temps différent. On a des gens qui ont des compétences différentes, et tout ce travail a permis de remettre un peu d'ordre. Et là, cette délibération, elle vient du fait qu'il y a une personne à qui on proposait 23h30 et qui nous a dit « mais moi, ça me fait trop. » Voilà. Moi, ça me fait trop. Alors, je ne veux pas rentrer dans la vie des gens, mais c'est des gens qui, après, peut-être gardent les petits-enfants, font d'autres activités, qui disent « moi, je veux qu'on m'enlève 2h30. » Voilà. Et puis, il y avait une personne qui disait « mais moi, si on peut aller un jour à 28, ça ira bien. » Et bien, on était à 25, on passe à 27,5. Voilà un peu comment la philosophie de cette délibération. Et c'est vrai qu'on a encore quelques personnes qui font 35 heures et pour qui nous disent que c'est lourd. Voilà. C'est les métiers dans lesquels on a le plus de pathologies liées musculo-squelettiques, liées au dos, etc. Il y a des gens qui sont quelquefois en souffrance. Alors, je suis d'accord avec vous, oui, c'est les petits salaires. Moi, j'aimerais qu'on puisse les rémunérer davantage. Bien évidemment, on les rémunère comme le prévoit la fonction publique. Je vous fais remarquer d'ailleurs que notre équipe municipale a promu tous ces agents qui étaient en catégorie C2, on les a passés en C1, ou C1 en C2, C2 en C1, c'est-à-dire que les plus bas salaires dans la fonction publique dans notre commune, dès l'instant où la loi l'a permis, eh bien, nous avons pris tous ceux qui étaient au plus bas niveau et nous avons monté au niveau au-dessus pour leur faire gagner quelques points et quelques revenus supplémentaires. Voilà. Et nous leur avons attribué également le régime indemnitaire, ce qu'on appelle l'IFSE. Voilà. Quand on a mis en place le régime indemnitaire, l'IFSE, on a donné des cotations d'un certain nombre de points à des personnes dont on considérait qu'elles avaient effectivement un travail difficile, ou par exemple les gens qui travaillent dehors, qui étaient exposés aux intempéries, ou par exemple des gens qui manipulent des produits qui peuvent être des produits dangereux, ont une cotation de points différente sur leur poste qui leur a permis d'améliorer leur rémunération par le régime indemnitaire. Monsieur le maire, vous n'arriverez pas à me convaincre, vous créez des pauvres. Des pauvres, vous créez, c'est tout. Écoutez, déjà Monsieur 35 heures. Si
Écoutez, monsieur, monsieur le maire, on peut donner 25 heures de travail sur la voirie éventuellement, mais compléter son salaire à 35 heures sur un autre service. Mais pas spécialement faire du balayage ou nettoyer les salles. Monsieur Jiménez, vous avez été premier adjoint. Vous créez des pauvres. Vous avez été premier adjoint de cette collectivité et vous n'avez pas laissé le souvenir de quelqu'un qui a favorisé la promotion des gens qui étaient en difficulté. Voilà. Et donc, pas de leçon. Voilà. Monsieur, je vous en prie. Maire, je me suis battu. Ce sont des choses qu'on a bien travaillées. Voilà. Pas de leçon après nous avoir remerciés. Bien. Donc, je le soumets à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Allez, 8 abstentions, ça leur fera plaisir. Et ce sera, bien sûr, expliqué. Contre ou abstention? Contre, 8 contre. Très bien, très bien. Très bien. On passe donc à la délibération suivante. Oui, il s'agit là de postes créés pour assurer le remplacement de gens qui sont affectés à titre provisoire à d'autres services, d'assurer les remplacements divers liés au taux d'encadrement car le besoin du statut ne permet pas le remplacement sur l'absence d'un agent. Également des postes d'animation à 8 heures pour 12 mois qui sont créés pour assurer les remplacements divers liés au taux d'encadrement car le besoin du statut ne permet pas le remplacement, c'est-à-dire quand les groupes sont plus ou moins nombreux par rapport à ce qui était attendu. Il s'agit également du renouvellement du contrat de quelqu'un qui occupe les fonctions, on va dire, de factotum dans les écoles, et pour lequel donc, son contrat arrivait à terme. Et il s'agit également de faire en sorte qu'une personne qui assumait un contrat de 8 heures hebdomadaires en remplacement et qu'elle complétait avec des heures complémentaires voit son contrat augmenter et passer à 17h30. Voilà, donc ça donne la note de synthèse que vous avez, avec, donc, je vous en passe le détail, les créations de postes contractuels nécessaires pour assurer ces différents remplacements et qui ne viennent pas impacter la masse financière que nous avons votée lors du budget primitif sur le personnel. Y a-t-il des interventions? Je maintiens mon point de vue. Très bien. Donc, y a-t-il des oppositions? Très bien. Donc, 8 oppositions, abstention à la majorité. Il s'agissait de promotion, hein, juste dit ça en passant, quoi. Vous relirez la note de synthèse. Ensuite, il s'agit de création d'un emploi contractuel à pourvoir dans le cadre donc, du contrat de ville. Et oui, il faut les préparer, il faut les lire, les dossiers. Ça. Il s'agit de la création d'un poste de catégorie B à compter du 1er novembre 2022. Alors là, c'est le chef de projet contrat de ville qui a demandé son détachement, qui est parti occuper un poste de délégué du préfet à Istres. Voilà, je vous dis tout. Donc, il faut le remplacer. Et nous le remplaçons en créant un poste donc, de catégorie B à compter du 1er novembre 2022. Voilà. Et c'est un poste donc, qui sera soumis également, il est parti en détachement. Et donc ce poste suivra le détachement du chef de projet, c'est-à-dire qu'il sera renouvelé régulièrement. Bien, sur le poste de chef de projet du contrat de ville, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Donc, unanimité, je vous remercie. Il s'agit maintenant, je crois que c'est encore moi, hein, d'une délibération qui concerne donc un contrat d'apprentissage. Je vous ai dit depuis plusieurs années que je souhaitais que nous puissions développer l'apprentissage, quelles que soient les catégories de métiers, parce que c'est un bon moyen donc de pouvoir acquérir une formation qui soit une formation opérationnelle et par la suite donc souvent de trouver un métier. Donc je vous propose là donc de
d'intégrer donc en contrat d'apprentissage dans le service des ressources humaines, donc quelqu'un qui prépare un diplôme de master manager en ressources humaines et dont la durée de formation est de 2 ans. S'il n'y a pas d'intervention, donc y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Il s'agit maintenant, sur la délibération numéro 26, de retirer, d'annuler finalement une délibération que nous avions prise le 30 juin, puisque nous avions le 30 juin délibéré donc, pour refuser notamment de prendre en compte les frais professionnels des agents lorsqu'ils se déplaçaient pour des raisons de formation ou de stage, comme la loi nous le permettait. La préfète nous a rappelé donc une jurisprudence et donc qui nous impose de revoir notre délibération, car cette jurisprudence précise que l'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission de concours hors de sa résidence administrative peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l'une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. Donc, nous adoptons la jurisprudence et nous modifions notre délibération en conséquence. Y a-t-il des interventions? Non. Y a-t-il des oppositions? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Enfin, il s'agit donc pour la dernière délibération de fixer l'enveloppe des indemnités des élus hors majoration à la suite de l'évolution du point d'indice au 1er juillet 2022. Nous avons donc délibéré sur les indemnités d'élus au début de notre mandat. La délibération n'est pas changée, simplement nous devons prendre en compte l'évolution du point d'indice qui porte donc la masse globale de l'indemnité de 12 150,31 € à 12 579,77 € à compter du 1er juillet 2022, soit 300 € de plus sur l'enveloppe mensuelle brute globale. Voilà, petites interventions. Oui, monsieur le maire, la première fois, on avait voté contre, bien entendu. Là, on votera contre. Bien sûr, mais je comprends bien, monsieur. Je n'ai, même dans mes moments de bienveillance, je n'ai pas imaginé un seul instant que vous votiez pour. Voilà. Donc, pas d'abstention, donc à la majorité. On a fini? Date du prochain conseil. Voilà, nous en avons terminé. Je vous remercie et je vous propose que nous nous retrouvions pour le prochain conseil municipal le 14 novembre.